Il est 19h30, tout le programme s'arrête et place aux informations. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Au lendemain du violent affrontement intercommunautaire survenu entre les agriculteurs et éleveurs dans le canton Mankaou, situé dans le département de la Dodje, le calme revient peu à peu. Mais c'est un calme trompeur car la terre garde encore les cicatrices profondes d'un conflit meurtrier jamais connu dans la localité. Le reportage de Irène Pawansi. Les Fériques et certains villages ne sont plus que des cendres. Plusieurs ont été entièrement brûlés, consumés par les flammes. D'un autre côté, des maisons incendiées, des murs noircis et la fumée s'échappant encore des décombres témoignent de la violence de l'assaut. Des sacs d'arachides déchirés, autrefois soigneusement rangés, sont aujourd'hui éparpillés dans la poussière, mélangés à des ustensiles calcinés, des objets de la vie quotidienne devenus méconnaissables. Les milles, sources de nourriture, ont été réduits en cendres, privant les survivants de leurs moyens de subsistance. La plupart des habitations sont désertes. Le silence règne là où résonnaient entre-temps les voix des villageois, les cris des enfants, les chants des femmes et les sabots des troupeaux. Il ne reste que des chèvres errantes, des moutons solitaires sur cette terre vidée de ses âmes. Les autochtones, ou du moins des hommes, craignant pour leur vie, se sont retranchés en brousse, abandonnant femmes, enfants qui ont trouvé refuge chez le chef du canton. Celui-ci tente de leur offrir un semblant de sécurité. Ils sont environ 500, entassés sans nourriture suffisante, dans des conditions précaires. L'inquiétude se lit dans leur regard. L'espoir, lui, semble complètement suspendu. Du côté des halogènes, la situation n'est guère meilleure. La majorité des femmes et enfants ont trouvé refuge dans un autre Férique, pour l'heure loin des hostilités. Ces familles vivent dans l'attente, coupées de leurs moyens de subsistance, plongées dans une incertitude douloureuse. Colère, peur et tristesse marquent les visages des survivants. Chacun redoute de revivre l'horreur. Si les blessures physiques peuvent se soigner, les blessures morales et communautaires restent béantes. Les habitants des villages voisins fuient encore les lieux, créant une résurgence de la violence ou l'absence de protection. Sur place, des forces de sécurité ont été déployées, mais leur présence reste symbolique face à l'ampleur du traumatisme. Justement, Irène Pawansi, ces populations vivent dans des conditions sociales difficiles suite à ces affrontements. C'est pourquoi le président national du parti Union de compatriotes pour la vision du socialisme et la démocratie au Tchad, Béoudou Mbaïgued Marc, est allé à leur secours. Il a fait un don à cette population. C'était ce lundi 19 mai 2025. Golmem Ali Emmanuel. Selon le président national du parti Union des compatriotes pour la vision du socialisme et de la démocratie au Tchad, UCVSDT, ce geste vise à soutenir les victimes de cette tragédie constituée pour la plupart des enfants et des femmes dans ces moments difficiles et à contribuer à leur rétablissement. Le donateur a profité de l'occasion pour demander aux deux communautés de s'accepter et de vivre dans la paix. Je voudrais juste saisir l'occasion qui nous est donnée de présenter d'abord toutes nos condoléances. De condoléances à toutes les deux familles qui ont suivi vraiment ces atrocités. C'est vraiment inhumain. Et quand nous vivons ensemble, il faut qu'il y ait vraiment l'entente, la paix et la cohésion entre nous. La terre là, nous allons un jour laisser et puis partir auprès de Dieu. Personne ne va rester ici définitivement sur la terre. Et il faudrait que nous qui sommes ici, nous soyons vraiment des messagers de paix et de salut auprès des uns et des autres afin que de telles situations ne puissent plus se reproduire dans notre village, dans notre territoire, dans notre pays. Et je tiens aussi à exprimer toute nos reconnaissances aux autorités militaires qui veillent jour et nuit sur ce village. Vraiment, c'est très difficile, surtout avec la saison de pluie,
mais ils sont là pour apporter leur soutien. Et je crois que vraiment, vous devez les remercier. Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude pour la générosité envers eux. Ils appellent les bonnes volontés à emboîter les pas et à soutenir leur cause. Nous remercions Michel le Président qui nous a amené la aide sur notre parents qui sont commis dans le problème. Et nous, les éleveurs, agriculteurs, nous condamnons à vivre ensemble. Ce qui est passé hier, on va dire que c'est les chétans. Donc nous demandons au Dieu, prier au Dieu qui nous évite ce problème. Jere to do uyu ya telin jarsi tel merci ya bata boni unji do siriba ya ji déplacer ji tab yi khagdo jiri jusqu'à bay de inga ji si yiri ji ne se arti kareji la ne se do me be jelem da tourner da ga uyu ya ga do merci ya man tel ma merci dam de ji kare ira ji tamaje ya ga basi da kare ala gol comité gu jonole artel dom na ka ji de maje. Malgré les appels au calme, les populations de la localité de Mandakao continuent de vivre dans la peur. Leur vie quotidienne est gravement perturbée et il est impératif que des mesures soient prises pour rétablir un climat de sécurité et de sérénité. Le déséquilibre dans les nominations au gouvernement et les administrateurs au Tchad est un sujet qui suscite de vives réactions. Naldim Narcisse, analyste politique, le déplore sur un plateau de débat en présence d'autres profils qui n'ont pas manqué d'apporter également leur rapport à ce sujet. Voici un extrait sélectionné proposé par Joséphine Koulibaly. Je voudrais intervenir parce que chaque fois on épilogue sur le même sujet. Je pense qu'il n'y a pas la volonté politique. Tous les régimes qui se sont succédés là, personne n'a fait un effort supplémentaire pour trouver une solution à ce conflit-là. Sauf le président. Donc moi je crois que il faut que ceux qui dirigent le pays, ceux qui ont tous les leviers du pouvoir là, posent des actes. Il faut poser des actes. Tout le temps là on revient sur les mêmes problèmes. Mais on a dit tout à l'heure, on a déploré la nomination des administrateurs. Il faut des gens qui connaissent l'administration. Mais quand on nomme les gens à la tête du client, mais ça pose problème. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Donc je crois que il faut que le président aussi pose des actes en tenant compte de tous les Tchadiens. Les Tchadiens qui ont le profil. Mais parfois, dans les nominations, on voit c'est un déséquilibre total. C'est un déséquilibre total. Aujourd'hui, un ministre arrive, mais il passe le temps à nommer ses parents. Le cabinet est rempli que de ses parents. Mais comment on peut arriver à une réconciliation? J'ai toujours dit qu'il y a 4 équilibres qu'il faut faire dans les nominations. Et je les ai toujours faites. L'équilibre nord-sud. Il ne faut pas se voiler la face. L'équilibre nord-sud. L'équilibre homme-femme, le genre. L'équilibre arabophone-francophone. Et l'équilibre avec les jeunes. Ce sont des critères qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas toujours le cas. 20 mai 1992, 20 mai 2025. Faisons un calcul rapide. Cela fait exactement 33 ans que l'Union pour le renouveau et la démocratie URD existe dans l'arène politique tchadienne. Cet anniversaire a été marqué par une activité commémorée cet après-midi au siège national dans le 6e arrondissement de la ville de N'Djamena. Koinito Jacques Jeannette. La célébration du 33e anniversaire de URD a été un moment de retrouvailles, d'échanges et de communion entre les militantes, militants et sympathisants du parti. Placée sous le thème jeunesse engagée, genre valorisé pour un Tchad renouvelé, la cérémonie a démarré par un mot de bienvenue prononcé par la présidente du comité d'organisation, Madame Deyo Dodiga Résoline, avant la présentation officielle des membres du bureau exécutif, assurée par le secrétaire général. Prenant la parole à son tour, le vice-président national du parti, M. Daouda Ibni Oumar, a salué la fidélité et la mobilisation des militants depuis la création de URD. Selon lui, cet anniversaire traduit la détermination et la cohésion des membres autour des idéaux du parti. Il a souligné que la lutte politique est un chemin parsemé de défis qui demandent vigilance, stratégie et engagement. Aujourd'hui, Union pour le renouveau et la démocratie URD à 33 ans. Et 33 ans dans la conduite de la lutte politique
sont suffisamment édifiés pour affirmer solennellement que l'alternance politique au pouvoir est possible dans notre pays. Le pouvoir est à la portée des partis politiques de l'opposition. Malheureusement, ces derniers se complaisent dans la déploration d'attitudes consistant à tendre la sibille plutôt qu'à jouer pleinement le jeu politique. Tous les partis politiques de l'opposition se heurtent à des défis majeurs dans la conduite des affaires politiques. Non seulement ils ne sont pas suffisamment implantés à travers le territoire, mais ils sont dans l'incapacité d'assurer efficacement, complémentairement et totalement la couverture, la surveillance des bureaux de vote. Cela est un handicap majeur. Pour rappel, l'Union pour le renouveau et la démocratie est l'un des plus anciens partis politiques du Tchad. Depuis sa création, il milite pour l'enracinement et la démocratie, la justice sociale ainsi qu'une meilleure protection juridique des citoyens tchadiens. Chapitre santé de cette édition d'information, le ministère de la Santé publique et de Prévention organise une journée porte ouverte consacrée à la présentation des principales réalisations dans le cadre du projet de renforcement de la performance du système de santé au Tchad. C'était ce matin au ministère des Affaires étrangères. Le but de cette journée porte ouverte est d'accroître l'utilisation et la qualité des services de santé avec un accent particulier sur la santé de production, santé maternelle, infantile et les services de nutrition à l'intention de la population. Roseline Ndiakourboua. Financée à hauteur de 256,6 millions de dollars par la Banque mondiale au Tchad, cette journée porte ouverte a été organisée par le ministère de la Santé publique et des Préventions dans le cadre du projet de renforcement de la performance du système de la santé au Tchad. Cette journée porte ouverte a vu la présence du ministre de l'Élevage et de la Production animale représentant le ministre de la Santé publique et des Préventions, Dr Abdelmadjid Abderrahim, des représentants des grandes institutions du Tchad, les corps diplomatiques national et international, le représentant de la Banque mondiale au Tchad, Racine Bertef, la représentante de l'OMS, Blanche Ania. Le coordinateur du projet, Thierry Toyna, dans son discours, fait un bref aperçu sur le projet avant d'exprimer sa gratitude pour la présence massive des uns et des autres à cette journée porte ouverte. Le représentant de la Banque mondiale, Racine Bertef, fait le bilan des réalisations de ce projet en ce terme. Dans le cadre de financement de la Banque mondiale, la zone de couverture de la stratégie s'étend sur 12 provinces sanitaires, soit un taux actuel de couverture de 52%, avec 109 districts sanitaires, 1446 formations sanitaires, dont 72 hôpitaux, et 1374 centres de santé. Le ministre de l'Élevage et de la Production animale, professeur Abderrahim Awad Abteib, n'a pas perdu de vue les services vitaux du projet. Ce projet n'est pas un projet comme les autres. C'est un projet phare du gouvernement tchadien dont la mise en œuvre est rendue possible grâce à l'appui financier et technique substantiel de la Banque mondiale. Mais au-delà de ces services vitaux, le PRPPS est également conçu pour nous permettre de fournir une réponse immédiate et efficace en cas d'événement d'urgence éligible, démontrant ainsi sa capacité à s'adapter aux défis sanitaires imprévus. Pour avoir une idée sur les réalisations du projet, une présentation narrative était faite par le responsable de suivi et évaluation, Alfred Asmal, jetant les bases sur les 4 composantes du projet, dont le renforcement du financement basé sur la performance, le renforcement des capacités des prestataires de services, gestion du projet et vérification des résultats, la composante d'intervention d'urgence. Notons que ce projet a couvert 8 provinces du départ et la performance actuelle atteint 12 provinces du Tchad.
Roseline Ndjekourboua à l'instant. Et puis les États membres de l'Organisation mondiale de la santé OMS ont officiellement adopté aujourd'hui par consensus le premier accord mondial sur les pandémies. L'adoption de ce document intervient au moment où l'on parle encore de situations d'urgence. Le récit de Larissa Ngakoutou. Cette décision historique prise par la 78e Assemblée mondiale de la santé est l'aboutissement de plus de 3 ans de négociations intensives lancées par les gouvernements en réponse aux effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19 et motivée par l'objectif de rendre le monde plus sûr face aux futures pandémies et plus équitable dans la riposte à ces pandémies. De nombreux ministres se plaignaient des réductions soudaines et importantes de l'aide bilatérale provoquaient de graves perturbations dans leur pays et mettaient en péril la santé de millions de personnes. Les travailleurs dans le secteur de la santé ont perdu leur emploi et les gens doivent faire face à une augmentation de leurs dépenses de santé. Le directeur général de l'OMS a appelé les États membres à l'adoption de l'accord de l'OMS sur les pandémies. Entendu de longue date, négocié depuis 3 ans, cet accord constitue un cadre mondial contraignant pour mieux prévenir, anticiper et répondre aux futures pandémies. Lors de cette assemblée, les États membres examineront et, nous l'espérons, adopteront l'accord de l'OMS sur les pandémies. Il s'agit véritablement d'un moment historique. Même en pleine crise et face à une opposition importante, vous avez travaillé sans relâche. Vous n'avez jamais abandonné et vous avez atteint votre objectif, a déclaré le secrétaire général de l'OMS. Il faut rappeler que l'Assemblée mondiale de la santé doit se pencher sur le défi en personnel de santé, car le monde devrait faire face à une pénurie de 11 millions de professionnels de santé annoncée d'ici à 2030. Sport à présent, l'inauguration du tout nouveau stade Maréchal Idriss Déby Itno prévu pour le 23 mai s'annonce comme un événement majeur et historique pour le sport tchadien. Tous les acteurs s'activent pour rendre la fête belle. Évariste Ndiakaoussema fait un tour pour constater de visu ce qui se fait sur le terrain. Voici son reportage. L'inauguration du stade Mandiafa représente un tournoi majeur pour le sport tchadien. Il s'agit du plus grand complexe sportif jamais répondant pleinement aux normes internationales. Situé à N'Djamena et dans la commune du 7e arrondissement, ce stade ultra moderne marque une avancée significative pour la pratique et la propagation du sport au Tchad et particulièrement du football. Aujourd'hui, c'est autour du stade olympique de Mandiafa, récemment baptisé au nom du feu maréchal Idriss Déby Itno, que se concentrent les regards. Un lieu symbolique, porteur d'histoire et d'espoir. Mais les avis sont partagés, surtout en ce qui concerne les attentes de la population. C'est une joie pour nous d'avoir ce genre de stade et on espère qu'avec ce stade, on fera beaucoup de progrès, voir l'équipe nationale qui va évoluer et le championnat national aussi qui va se dérouler ici. Alors nous espérons avoir beaucoup de surprises à voir. Pour l'inauguration de l'stade, moi je félicite d'abord le Tchad parce que c'est un plus pour le pays. Le sport tchadien doit se développer. Donc l'inauguration, bon, c'est un don et puis une bénédiction pour le sport du Tchad. L'inauguration de cet stade va beaucoup permettre aux jeunes de pouvoir avoir l'envie de se créer eux-mêmes leur football afin de mettre encore sur place aussi une école de foot pour pouvoir progresser dans le domaine du football. Mais face à cet événement d'envergure, quelle est la stratégie mise en place pour garantir la sécurité des personnes, des biens et la tranquillité de la localité de Mandiafa? Pour le président du comité, toutes les mesures sont prises pour rendre accessible et sécuriser cet événement. C'est pour la première fois, je pense, dans l'histoire du pays qu'on peut rassembler une masse de plus de 30 000 personnes dans une seule structure. Les responsables au plan national en charge de la sécurité ont mis en place un plan de sécurité très efficace. Il va y avoir plus de 3 ou 4 ceintures de sécurité en dehors de l'estade, dans les stades et à chaque niveau. Sur l'aspect sécuritaire, je peux dire que nous sommes à 100% de la maîtrise totale
sur le plan sécuritaire. Cet événement historique est perçu comme un symbole fort de la volonté des autorités de promouvoir la jeunesse et le sport en dotant le pays d'infrastructures de haut niveau. Asialek à ce joyau architectural a une capacité d'accueil de 30 000 places. C'est une nouvelle infrastructure footballistique de taille la plus grande implantée au pays. Faisons un pas juste à côté. Là, nous sommes au Cameroun. Aujourd'hui, 20 mai, c'est la fête nationale. Cette date, sinon cette commémoration, marque l'abolition du système fédéral en faveur d'un État unitaire, et ce, depuis 1972. Allah Netali, Krimba pour les détails. Ce 20 mai 2025, le Cameroun célèbre la 53e fête de l'unité, sa fête nationale. Car contrairement à la plupart des États subsahariens, il célèbre à cette date non pas son accession à l'indépendance, mais la réunification entre les parties anglophones et francophones du pays, l'une et l'autre anciennement sous l'influence britannique et française. Un désir d'unité souvent éprouvé au fil de l'histoire et qui, cette année encore, est nourri de crispations et tensions diverses, notamment sur le terrain politique. Tensions d'autant plus perceptibles que l'on approche de l'élection présidentielle. Il y a d'un côté celui du pouvoir avec les questions autour de la possible candidature du président Paul Biya à sa propre succession. À 92 ans, dont 43 ans déjà passés au pouvoir, une partie de l'opinion s'interroge sur la pertinence d'une telle candidature. Certains pressent bruyamment le président de passer la main là où d'autres en sourdine, y compris au sein de sa formation, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Espère qu'il se mettra en retrait. Mais Paul Biya entretient toujours le mystère sur ses réelles intentions. Pour cette année 2025, le thème retenu est « L'armée et Nations unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité » lors d'un référendum constitutionnel organisé le 20 mai 1972. Les Camerounais votent en faveur d'un État unitaire par opposition à l'État fédéral existant. Le gigantesque défilé sera présidé par le président Paul Biya qui marquera un moment fort de ces célébrations. Pour rappel, le territoire sous tutelle du Cameroun français obtient son indépendance de la France le 1er janvier 1960 et prend le nom de République du Cameroun. Le Cameroun méridional change de statut, passant d'une tutelle sous l'administration britannique à l'État fédéral au sein du Cameroun. Le 1er octobre 1961, le gouvernement a fini par choisir le 20 mai comme date de la fête nationale du Cameroun pour commémorer l'abolition par le président Amadou Ahidjo. Voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, notez ce rendez-vous avant de nous séparer. Vous suivrez à 21h pile sur nos antennes la suite de la série de débats de décryptage portant sur le bilan de l'an 1 du mandat du président de la République, maréchal Mohamed Idrissa Déby Itno. Ce soir, il sera question du chantier numéro 4 qui porte sur l'éducation. Ça sera avec Emmanuel Kolayo et ses invités. Bonsoir.